Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts de la Chambre L. Avec ce podcast-ci, on va en terminer sur la section des fantasmes, mais il me faut faire une petite parenthèse avant de terminer le sujet. En effet, quand j'ai commencé à vous parler des rêves érotiques et donc des fantasmes, je vous ai expliqué qu'il s'agissait là de notre inconscient qui nous parle, à savoir dans nos rêves et dans nos songes, à travers notre partie inconsciente, donc quand on est en sommeil, et les fantasmes qui nous apparaissent quand on est conscient, donc de manière active, éveillée. Ces deux choses-là ont la même fonctionnalité, à savoir que c'est notre inconscient qui nous invite à nous intéresser à certains sujets, à les essayer ou à se poser des questions sur ces sujets bien précis pour qu'on puisse s'instruire et que soit on va découvrir qu'on est intéressé, soit on va comprendre pourquoi on en a peur et pourquoi est-ce que ça nous apparaît soit en rêve, soit en fantasme. Je vous ai aussi dit que tout cela allait m'amener à vous parler un petit peu de méditation pour pouvoir justement dialoguer avec son inconscient et mieux se connaître. Il s'avère que j'ai reçu plusieurs questions et réflexions et autres questionnements qui vont autour justement de l'inconscient. Et si je veux répondre à tout le monde, je ne peux pas le faire décemment sur cette chaîne-ci parce qu'elle est dédiée au couple et aux relations entre deux personnes. Alors oui, la relation entre nous et notre inconscient est effectivement un couple et est effectivement une relation entre deux entités, on va le dire comme ça. Mais le sujet étant beaucoup plus vaste que ce que je n'avais escompté d'en parler, et surtout, comme j'ai pas envie de me répéter sur deux chaînes différentes pour parler de la même chose et juste varier un tout petit peu entre la notion de couple et de se connaître, soit à travers ses envies et de se connaître soi à travers l'univers, j'ai décidé de créer une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Une étoile et vous, et je vous laisse le lien dans la description parce que tout ce qui va traiter de spiritualité, de la conscience de soi et de l'ouverture à soi-même, voire même de notre place dans ce monde et de l'utilité concrète du couple à travers la grande question de l'ésotérisme, va être traité sur cette chaîne-là. Donc voilà. Du coup, si vous espériez écouter un podcast sur la méditation, sur la chambre L et réussir son couple, c'est loupé. Je vous envoie sur Une étoile et vous. Une deuxième petite chose, c'est que vu le remaniement du sujet, qui explique un petit peu le délai entre la partie 2 et la partie 3 des fantasmes, celui-ci, donc ce podcast, va servir d'introduction au jeu de rôle pour adultes, qui lui-même va servir d'introduction au BDSM. Parce que, soyons francs, le pourquoi j'ai créé cette chaîne, pourquoi est-ce que j'ai créé ce site web et pourquoi est-ce que j'aborde tous ces sujets-là, c'est justement pour pouvoir parler du BDSM et de le remettre à sa juste place au sein d'un couple, c'est-à-dire l'exploitation des fantasmes d'une manière structurée dans la confiance et dans le respect. Et donc, pour pouvoir aborder tout ça, il fallait que je parle de ce qu'est une bonne personne, parce que quand on n'est pas une bonne personne, on peut pas avoir la confiance nécessaire à se lancer pour ce genre de jeu. Il fallait que je parle de la relation, de ce qui nous attire et de pourquoi est-ce qu'on passe à l'acte avec quelqu'un ou pas. Il fallait que je vous parle aussi de nos envies, de comment les concrétiser, de ce qu'on peut faire à deux, de jusqu'où ça peut aller. Tout ça sont des sujets qui ont déjà été traités. Et donc, maintenant, il reste plus qu'à parler des rôles parce que quand on en arrive au BDSM, au final, c'est un jeu de couple. On a expliqué ce que c'était, qui sert à prendre du plaisir. On a expliqué la notion de plaisir, comment le prendre, qui permet de mettre en scène différentes envies qui sont la concrétisation des fantasmes dans des rôles structurés où chacun connaît sa position et le rôle exact qu'il a à tenir. Et ça, c'est ce qu'on va aborder à travers les jeux de rôle. Donc voilà.
Voilà. Ainsi, il me restera comme sujet à traiter toute la partie des jeux érotiques que j'ai déjà abordé et que je vous ai promis de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la fessée érotique, les chatouilles et encore d'autres jeux que j'ai dû mentionner. Ça viendra un tout petit peu plus tard parce que vu que la chaîne a été le contenu de la chaîne a été un petit peu remanié, ça va trouver sa place dans la manière de structurer le BDSM et les jeux un petit peu plus borderline, et donc la partie jeu de couple va se limiter à ce qu'on peut faire avec ses mains, sa bouche, donc les câlins, la tendresse, la manière de parler et de donner l'envie à l'autre. Donc, cette grosse introduction de 6 minutes étant faite, je suis désolé, nous en étions restés à qu'il fallait traiter du fantasme le plus commun chez les femmes et qui est le plus choquant de tous les fantasmes, à savoir le viol, qu'on va traduire ici par jouer au non-consentement. Alors, ça aussi, on va en reparler parce que de nombreux guides anciens expliquent déjà que jouer le non-consentement est une manière de donner du piment à l'acte et surtout d'éviter de tomber dans une routine. Mais on va commencer par le commencement, et donc le viol et donc le non-consentement est un fantasme qui choque parce que faire l'amour avec une autre personne que son partenaire régulier ou avec plusieurs personnes dans des endroits insolites, sont les fantasmes les plus répandus. Et certains d'entre eux commencent tout doucement à être beaucoup plus acceptés que d'autres. Mais les moins avouables de tous nos fantasmes reste encore celui de ne pas accepter ce qui va se passer, tout en étant obligé de le faire. En général, ce genre de fantasme s'accompagne d'une culpabilité, voire une honte pour celui qui l'éprouve, et une très grande incompréhension, voire de mépris pour ceux qui reçoivent cette confidence. En effet, comment est-ce qu'on pourrait désirer ce crime dont seraient victimes 48 000 femmes chaque année ? Alors attention, avant de juger ou de s'accabler, il faut comprendre et accepter les ressorts beaucoup plus complexes de l'imaginaire de tout un chacun. C'est-à-dire distinguer le fantasme du passage à l'acte. Ce n'est pas parce qu'on imagine écrabouiller son patron avec son 4x4 qu'on va mettre en œuvre cette envie. On ne va pas forcément aller acheter un 4x4 et guetter la sortie de notre patron de chez lui pour lui rouler dessus. On est bien d'accord, ça reste un fantasme qui serait probablement très agréable pour certains d'entre nous, mais qu'on ne réalisera jamais parce qu'il est interdit. On ne peut pas tuer quelqu'un et on ne peut pas préméditer un meurtre. C'est la même chose avec les fantasmes sexuels, qui sont des défouloirs et qui font partie d'un imaginaire que l'on ne peut pas contrôler. Et ainsi, certaines personnes ont ce fantasme qui les excite à mourir de ne pas avoir le contrôle sur ce qui va se passer dans une relation sexuelle qui n'est pas désirée. Et donc, pouvoir s'imaginer être la victime de quelque chose. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de bon ou de mauvais fantasmes. Ils doivent simplement jouer le rôle d'interprète ou de décodeur de notre inconscient pour mieux se comprendre et pour pouvoir agir dans la réalité. Ainsi, la possibilité que ce viol, mentalement mis en scène de manière érotique, excluant la violence et le traumatisme d'un véritable viol, puisse intervenir en vrai, n'est en fait pas désiré. Au contraire, il rebute. Mais alors, comment expliquer le fantasme du viol ? Les psychologues et les psychanalystes et tous les autres experts qui se sont penchés sur cette question sont parvenus à faire ressortir 3 principales explications. Déjà, la première, c'est de pouvoir se dédouaner, parce que la sexualité s'accompagne bien souvent d'un sentiment, conscient ou non, de culpabilité. En se mettant en scène mentalement comme une victime d'un acte sexuel forcé, on se déresponsabilise du plaisir éprouvé. Et la personne qui fantasme ce genre de scène peut ainsi se dire « j'ai du plaisir, mais c'est contre ma volonté ». Et du coup, c'est une manière de ne pas assumer la prise de plaisir
et ça fait du bien. Une autre explication est de se sentir irrésistible, parce que dans son imaginaire érotique, la personne qui a ce genre de fantasme visualise une personne la forçant à avoir des rapports avec, parce que on ne peut pas contrôler son envie pour la personne qui fantasme, tant elle est désirable. Et donc une personne qui a ce petit complexe et qui a envie de se dire « je suis surérotisé, je suis attirable, irrésistible », pourra s'imaginer être la victime non consentante et ainsi être le centre d'intérêt et se dire « oui, mais c'est parce que je suis trop beau, trop belle, parce que je suis attirant ». La troisième explication est la prise de pouvoir, parce que la rencontre sexuelle est un combat inconscient entre les deux partenaires d'un couple, le but du jeu étant d'arriver à la sexualité, l'un étant le désireux, le demandeur, et l'autre étant la personne à séduire pour pouvoir arriver jusqu'à l'acte sexuel. Ainsi, le fantasme de viol où se mènent domination et soumission nous permet de gérer, de contrôler le désir et le rôle de tout un chacun. On est donc finalement décisionnaire dans l'acte sexuel et ce fantasme nous permet de le mettre en scène. Et donc, fantasmer sur un viol permet d'avoir le contrôle sur l'acte sexuel. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler de jouer le non-consentement, parce que on pourra mettre en place ces trois manières d'aborder la sexualité, à savoir se dédouaner de ce que le partenaire va faire, même si on a agréé à tout ce qui va se passer, se sentir totalement irrésistible au point que notre partenaire va faire ce qui a été décidé, et la prise de pouvoir qui sera agréée à notre partenaire, nous étant la pauvre victime qui va se débattre, ou inversement. C'est peut-être votre partenaire qui va prendre le rôle du violé entre guillemets. Ainsi, en 2005, en France, un homme s'inscrit sur un forum internet et se fait passer pour une femme qui fantasme à l'idée d'être violée. Il cherche à recruter ainsi des hommes qui doivent se faire passer pour des cambrioleurs afin de violer une femme qu'il croit consentante. En fait, il souhaite les diriger chez une voisine qui n'était au courant de rien pour prendre des photos de ce viol. L'homme a pu être arrêté avant la mise en œuvre de son plan machiavélique. On se rassure. Comme de quoi, il faut se méfier de ce qu'on voit et de ce qu'on lit un peu partout. Et donc, ce que je veux vous expliquer avec cette petite anecdote à 2 balles, c'est que la réalisation des fantasmes doit vraiment se faire avec des personnes qui se connaissent, qui ont discuté de ce qui doit se passer, qui ont agréé de tout ce qui va se passer, pour pouvoir le vivre pleinement et sereinement. Parce que sans quoi, ça va laisser des séquelles. Alors, vu qu'on vient de voir un petit peu comment mettre en place un fantasme de manière très scabreuse, voyons comment le mettre en place d'une manière beaucoup plus saine, et on va faire quelques distinctions. Parce que vous allez découvrir de nouvelles sensations, de nouveaux moyens de prendre du plaisir, et que, on va rester réaliste, c'est très difficile à appréhender. Alors on va commencer par faire la nuance entre l'abus, la violence, et jouer le non-consentement. Ainsi, un couple vanille ne discute pas de ses envies, parce qu'il reste dans sa zone de confort, on fait ce qu'on connaît, et on ne s'intéresse surtout pas à ce que l'autre voudrait, parce que, mon Dieu, si on lui pose des questions, on pourrait tout casser. Et donc la notion d'abus pourrait apparaître dès que l'un des deux essaye quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu par le partenaire, et surtout qu'il n'appréhendait pas que ça se passe. Et cela peut être très mal vécu, au point de laisser planer des zones de doute au sein du couple, menant à des situations où plus personne n'ose s'exprimer, surtout vis-à-vis de ce qui s'est passé, et puis surtout on va refuser toute nouvelle tentative d'apporter quelque chose de nouveau au sein du couple, on tombe dans ce qui s'appelle l'abus. Si l'un des deux passe son temps à répondre invariablement non aux propositions de son partenaire sans proposer d'alternative, et qu'à un moment ou l'autre, à force d'entendre non, l'autre passe quand même à l'acte parce qu'il y a le besoin de faire quelque chose de neuf et de varié, on pourrait également parler d'abus. Parce que, à force de
de s'entendre dire non, la frustration s'installe, et puis le simple fait de changer de position, de varier les pratiques, peut être un abus vis-à-vis du partenaire. Mais le fait de répondre non est également une forme d'abus, parce que vous abusez de la patience et de l'envie de l'autre à force de répondre non. Et puis comme il n'y a jamais rien qui se passe, jamais rien qui est agréé, votre partenaire ne vous proposera plus jamais rien, et ça va finir par nuire au couple. Et donc, ce qui est vraiment important pour ne pas tomber dans l'abus est d'avoir une communication réelle et concrète, qui soit vraiment installée entre vous. Et si vous vous demandez encore à ce stade, après avoir écouté tous les podcasts, ce qu'est une réelle discussion sincère, c'est bel et bien parler de vos envies, de comment vous allez planifier vos activités, de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimeriez faire, et vous intéresser à ce que votre partenaire aimerait découvrir. Vous avez discuté de vos limites, on y reviendra, et vous avez planifié ce que vous avez prévu de faire. Évidemment, après avoir fait des choses avec votre partenaire, vous prenez le temps d'en parler pour être certain d'être toujours dans la zone agréable du jeu, quel que soit le jeu érotique ou sexuel que vous pratiquez avec votre partenaire, et donc vous continuez à vous épanouir à travers ce que vous faites. L'abus intervient également lorsqu'un des partenaires s'abroge le droit de faire littéralement ce qu'il veut pour son plaisir sans tenir compte des limites de l'autre. L'abus peut se présenter de différentes manières, aussi bien verbales que physiques ou sexuelles. Avec l'abus fait son apparition de la honte d'avoir fait confiance à l'autre qui a dépassé nos limites. S'ensuit la peur de l'autre et le refus de prendre à nouveau du plaisir, lui laissant systématiquement un pouvoir que vous n'avez pas agréé, sous-entendu à votre partenaire. Et donc, toutes ces formes d'abus de son partenaire finissent par nuire. C'est pourquoi, avant de réaliser quelque fantasme que ce soit, vous devez vraiment avoir cette phase de discussion bien instaurée. La violence est l'expression physique de notre frustration. Elle est le désir de blesser l'autre pour démontrer un certain pouvoir ou encore simplement le plaisir de blesser l'autre sans raison ni justification. La violence est en fait l'expression de l'abus. Les limites sont la frontière entre ce qui nous donne du plaisir et le moment où ce qui nous donnait du plaisir devient dérangeant. Elle est donc le passage, le moment, la microseconde où on passe du plaisir à la gêne et de la gêne au malsain. Dès lors, nous avons tous nos limites. Celui qui vous dit « j'ai pas de limites », c'est juste qu'il ne les a pas encore trouvées. Mais on a tous quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, qui nous excite, qui va nous donner du plaisir et qui à un moment va devenir douloureuse, désagréable, dérangeante, gênante, humiliante. Donc voilà, on en a tous. Le tout est de les trouver. Et donc nos limites peuvent être des choses qu'on ne pourrait pas faire, nous, à notre partenaire, ou qu'on ne voudrait pas que notre partenaire nous fasse, ou qu'on ne peut pas voir quelqu'un faire ce genre de choses, tout simplement parce qu'on refuse d'en être le spectateur. Ainsi, nos limites sont placées selon nos propres valeurs et notre propre style de vie, donc notre culture respective. Évidemment, nous avons tous le droit d'avoir des limites et de s'entendre les voir respectées. Sans quoi, la notion de couple ne peut pas fonctionner de manière homogène et sincère. Si vous remettez sans cesse en doute les limites de votre partenaire et que vous cherchez à les repousser contre son gré, vous en abusez et vous tombez dans la violence. Comme ça c'est dit. Certaines de nos limites sont placées par une méconnaissance du sujet, qui mène à une peur de pratiquer et qui se matérialise par un non. Ainsi, si je ne connais pas, j'ai peur de pratiquer parce que je ne sais pas si je vais y prendre du plaisir ou pas, et donc dans le doute, je vais dire non, ça je ne fais pas. C'est une limite qui est mauvaise.
Alors cette limite ne peut pas s'outrepasser de force, elle devrait par contre être testée de manière sobre, hors tout autre contexte, pour pouvoir l'appréhender et découvrir si on aime ou si on n'aime pas. D'autres limites sont placées en résultat de mauvaises expériences. Par exemple, un partenaire, un ex, ou une connaissance, ou quelqu'un avec qui vous avez pratiqué la sexualité, qui serait allé trop loin par rapport à vos désirs, et que quelque chose se serait mal passé. Dès lors, cette activité-là bien précise pourrait être rebutoire à être réitérée, mais dans ce cas, gardez en tête que votre partenaire actuel n'est pas celui qui vous a fait du mal. Ce n'est pas parce que quelque chose a été désagréable avec monsieur ou madame X que ça le sera forcément avec monsieur ou madame Y. Nous avons tous notre manière d'être, d'agir et d'aborder les choses. Et donc, il faut oser, à un moment ou à un autre, se dire que ce qui a été vécu avec une personne n'aura pas forcément le même résultat que ce qui sera vécu avec une autre. Il existe enfin des limites que nous nous plaçons après nous être renseignés sur un sujet précis, et ce que nous avons appris sur ce sujet peut jeter un froid sur l'idée de passer à la pratique, ou au contraire nous conforter dans l'idée d'essayer. D'une manière générale, je ne peux que vous conseiller d'essayer tout, mais absolument tout ce que votre partenaire vous propose et ce que vous pourriez proposer à votre partenaire, mais hors contexte. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vous avez envie d'essayer la sexualité avec des menottes, des pinces et un bâillon. Si vous essayez tout en une fois, surtout si vous êtes néophyte, il y a des chances que ça se passe mal. Par contre, essayez une fois avec des menottes, essayez les pinces, essayez le bâillon, puis faire des combinaisons qui vont permettre d'arriver à la totalité, et surtout le faire avec des durées très précises, en découvrant ce que ça fait et comment ça se passe, là, vous les pratiquez de manière hors contexte et hors obligation. Vous avez un moyen de vous retirer et d'arrêter tous les partenaires agréant qu'il s'agit d'une découverte. Et à partir de là, vous pouvez définir concrètement vos limites et vous dire « j'ai essayé et je peux justifier une réponse qui sera positive ou négative sur cette pratique ». Ainsi, on pourrait faire un parallélisme avec les enfants quand ils nous sortent l'excuse de « j'aime pas ». La première réponse d'un adulte est en général « tu n'as même pas goûté ». Et que se passe-t-il ? L'enfant peut découvrir qu'il va aimer ou démontrer clairement qu'il n'aura pas aimé. Sous-entendu une nourriture quelconque. Mais tant qu'il ne l'aura pas goûté, il ne pourra pas concrètement se prononcer. Ce sera juste parce qu'un de ses copains n'aime pas ou parce qu'on lui a dit que c'était pas bon en plaisantant. Et du coup, il reflète ce qu'il pense en savoir. C'est exactement la même chose pour la sexualité et les différents fantasmes et accessoires qu'on pourrait utiliser. Au final, qu'est-ce qu'on en sait si on ne les a pas essayés ? Ce qu'on a vu dans des films ou ce que d'autres nous ont raconté. Et pour un peu que ce soit perçu d'une manière négative, on va émettre un non. Alors la grande question, c'est comment établir ces limites ? Déjà, la première des choses serait de lister tout ce que vous avez déjà pu essayer comme pratique, que ce soit avec votre partenaire actuel ou avec vos anciens compagnons ou compagnes, et de découper tout ça en petits éléments pour en avoir un mot-clé à chaque fois. Par exemple, on pourrait dire que vous avez déjà essayé la sexualité avec les yeux bandés et la nourriture. Cela donne deux choses différentes, à savoir avoir les yeux bandés et jouer avec la nourriture. Ainsi, si vous avez écouté les différents podcasts et que vous avez tout essayé ou tout pris en note, vous devriez avoir une liste relativement conséquente. On va pas le cacher, j'ai été plutôt prolixe jusque-là. Et donc, cela peut aller de la manière de se faire un câlin, les jeux de rôle, les manières de se toucher, de se parler, de jouer avec sa langue. Bref, si on ajoute à ça vos propres fantasmes et vos propres expériences, ça fait vraiment une liste très conséquente. Eh bien, si vous voulez poser vos limites, vous prenez cette liste
et vous notez simplement à côté de chacune des idées et des concepts que vous avez essayés, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, donc ça je veux bien le refaire, et ça non je ne veux pas le refaire. Au gré que vous allez remplir votre feuille et agréer à certaines choses ou pas, vous allez avoir d'autres idées, parce que l'inconscient se met en pratique. Et donc, vous allez générer des nouvelles idées, des nouveaux fantasmes, des nouveaux jeux à essayer. Et donc, n'hésitez pas, rajoutez, parce que au plus cette liste sera complète, au plus vous pourrez en discuter avec votre partenaire, et au plus il connaîtra votre zone de confort, et au moins il pourra en sortir d'une manière inattendue, et surtout sans savoir qu'il dépasse vos limites. Évidemment, l'idéal est encore de vous échanger vos feuilles une fois que vous avez fini de remplir ce que vous acceptez et ce que vous refusez, et de laisser votre partenaire vous répondre en vis-à-vis. Par exemple, vous aimez avoir les yeux bandés, si lui n'a jamais essayé, il doit pouvoir vous dire qu'il n'a jamais essayé de bander les yeux à quelqu'un, d'avoir les yeux bandés, et de pouvoir vous dire s'il aimerait l'essayer ou non. Et c'est avec tous ces éléments-là que vous allez pouvoir définir une zone de confort, vos limites, et à quel moment vos limites sont réellement dépassées. On peut également établir des limites avec les éléments tels que jouer un rôle, adopter une attitude, les gages, les lieux, les positions. N'hésitez pas, au plus vous aurez abordé de sujets avec votre partenaire, au plus vous serez un livre ouvert, au plus il sera facile de rester dans cette zone de confort et de prendre du plaisir. Au plus votre partenaire vous ignore et ne sait pas si vous aimez ce qui pourrait se passer, au moins il sera facile de les mettre en place et d'être sûr d'y prendre du plaisir. Donc, voilà. Une autre limite qu'il serait intéressante à mettre en place avant de parler de jouer le non-consentement, c'est la limite de temps. Parce que si vous êtes fébrile à l'idée de laisser le contrôle total, on va l'appeler comme ça, à votre partenaire, savoir qu'il l'a pour 1 heure, 2 heures, une après-midi ou juste quelques minutes, permet de pouvoir se situer à ce qui va se passer et de rester conscient qu'il ne s'agit que d'un jeu érotique. Tandis que si vous n'avez pas cette limite de temps, au bout d'un moment, ça pourrait vraiment devenir dérangeant parce que à quel moment est-ce qu'il sort de ce rôle de toute puissance et d'abuseur agréé ou pas? Et c'est là que jouer le non-consentement pose un problème à énormément de monde. C'est justement la peur que le partenaire y prenne tellement de plaisir qu'il ne sorte jamais de ce rôle-là et que cela devienne récurrent, régulier, voire même imposé dans le quotidien. Et donc, pouvoir se fixer une limite de temps lorsque vous pratiquez des jeux qui sont dits borderline, voire même la réalisation d'un fantasme quel qu'il soit, permet de scinder le monde réel du monde fantasmé et de la prise de plaisir qui est liée. Une autre limite qui peut être intéressante à exploiter et qui peut permettre de définir un bon moment pour prendre du plaisir d'une manière débridée est de définir que les fantasmes, on les réalise le samedi après-midi de 14 à 19 heures. Et ainsi, on sait que le samedi de 14 à 19 heures, on n'est plus monsieur et madame Dupont, mais on est X et Y qui vont prendre du plaisir en concrétisant des fantasmes. Et on sait qu'on peut se lâcher parce qu'à ce moment-là, on est réceptif et disponible. Et donc, on évite d'avoir la question de merde, est-ce qu'il y a un fantasme qui va me tomber sur le coin de la tronche quand je vais passer la porte? Est-ce que je vais y prendre du plaisir ou pas? Non, on sait que du lundi au vendredi, il se passera rien, c'est tranquille. Par contre, le samedi, c'est la prise de plaisir et ça va pas être triste. Et donc, définir le moment
dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois où vous prenez votre plaisir, permet de faire tomber certaines craintes qui empêchent la prise de plaisir et de se lâcher totalement à l'exploitation de ces fantasmes. Une autre manière de poser des limites est aussi de limiter certaines activités à une seule pièce. Et la liberté d'expression intervient alors lorsque vous êtes dans cette pièce. Cependant, faites très attention avec ce genre de choix parce que votre partenaire pourrait ne pas le comprendre et interpréter celui-ci comme un pas en arrière. Et là, l'idée serait de lui faire comprendre que vous avez besoin de séparer le réel du fantasme, donc le jeu de votre vie de couple. Et donc, moi, je vous invite vraiment à consacrer, si vous avez une maison suffisamment grande, une pièce qui, quand vous rentrez dedans, sert à réaliser vos fantasmes, quels qu'ils soient. Mais tant que vous n'êtes pas dans cette pièce, eh bien, il est hors de question de pratiquer quoi que ce soit. Et ainsi, c'est quand vous êtes suffisamment à votre aise que vous entraînez votre partenaire dans cette pièce et où vous lui donnez le pouvoir d'exploiter ses fantasmes, vos idées, vos concepts, ce qui fait du bien. Également, lorsqu'on pratique les fantasmes et plus spécifiquement de jouer le non-consentement, il est nécessaire d'avoir ce qui s'appelle un safe word. Cela consiste en ayant 3 mots qui ont une signification bien précise que votre partenaire devra respecter scrupuleusement. Personnellement, je vous conseillerais d'utiliser un code couleur parce que c'est 3 mots qu'on n'utilise pas forcément dans le langage de tous les jours. Ainsi, si vous dites à votre partenaire quand je te dis vert, c'est que tout va bien, tu peux continuer ce que tu fais. Quand je te dis orange, ça veut dire qu'il faut envisager de baisser un petit peu dans l'intensité de ce que tu fais. Et quand je te dis rouge, ça veut dire que ça va pas du tout, là on arrête, il y a un problème qu'il faut qu'on discute immédiatement. Avoir ces safe words permet d'utiliser le non d'une autre manière que sa signification. Et lorsqu'on joue le non-consentement, le but du jeu est justement de pouvoir dire « Oh non, pitié, pas ça, me fais pas ça, monsieur, non, 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 non », tout en laissant votre partenaire faire et en acceptant d'être la victime. Du coup, si votre safe word est un « non, stop, pas ça », ça peut pas marcher, parce que c'est les mots que vous allez utiliser pour jouer votre rôle. Tandis qu'en ayant vert, orange, rouge, vous pouvez vous permettre de dire « Oh non, 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 non » et être la victime agréée à ce qui a été décidé. Alors, évidemment, les 2 personnes peuvent utiliser les safe words parce que autant celui qui va agresser, entre guillemets, que celui qui va être l'agressé, entre guillemets, peut aller un peu loin dans sa manière de réagir ou d'agir. Et donc, aussi bien l'un que l'autre doit pouvoir signifier à son partenaire que là, ça devient un peu trop réel à son goût et qu'il faut ralentir la pression. Alors, avec cette base instaurée, ces grosses bases d'instaurer, on va pouvoir explorer le rôle du non-consentement. Et donc, ici, il s'agit de réaliser le fantasme de ne pas avoir le choix d'être forcé et de résister jusqu'à ne pouvoir faire que céder devant l'insistance. Certains d'entre nous, et d'après plusieurs sondages anonymes, seraient plutôt être forcé et pouvoir dire non, et que ce non n'ait aucune valeur qui soit le fantasme chéri. Et il est triste à dire que ce serait plutôt les femmes qui aimeraient être la victime et surtout qui aimeraient que ce soit leur compagnon qui soit en pleine possession des pouvoirs, mais surtout sans avoir à lui dire qu'elle voudrait que ce genre de situation arrive pour pouvoir justement jouer le rôle du non, pitié, pas ça,
pleinement et pouvoir vivre le fantasme à fond. Mais comme je vous l'ai dit, si ça n'a pas été discuté au préalable, c'est dérangeant. D'où l'instauration d'un dialogue, que ce soit par le biais d'un cahier, de textos, l'aborder et décider que vous allez le jouer plus tard à un autre moment, mais il faut que les règles du jeu soient exposées à un moment ou à un autre. Alors pas de méprise. Il s'agit bien du fantasme où l'un va s'abroger le droit de faire ce qu'il veut et l'autre va endosser le rôle de la victime. L'idée, c'est que celui qui va jouer la victime va s'exprimer sur ses envies et celui qui va jouer l'agresseur ne va pas avoir réellement tous les pouvoirs. Il va juste avoir les pouvoirs que la victime, entre guillemets, lui aura donnés. C'est-à-dire qu'il va répondre à ses attentes et évitera à tout prix de sortir du scénario qui a été demandé par celui qui va se laisser faire. Y compris si les safe words sont bel et bien instaurés. Parce que, il y a une différence entre l'abus et la violence et la réalisation d'un fantasme. Et donc, il s'agit bien de réaliser le fantasme de celui qui va se laisser faire. Après, celui qui va se laisser faire peut avoir des limites qui sont très larges. Mais celui qui va recevoir le pouvoir doit absolument respecter ce que celui qui lui donne le pouvoir le laisse faire. Ainsi, accoler le mot de fantasme à celui de viol peut paraître indécent, et pourtant il occupe une place prépondérante chez nombre d'êtres humains en âge d'avoir la sexualité, parce que le plaisir tabou de la sexualité dédouanée est le fantasme inavoué le plus présent chez l'être humain. Et avoir l'excuse à brandir tel qu'il est plus fort que moi, je n'ai rien pu faire, être la victime, est le fantasme de la plupart des gens. Alors, il faudrait se poser la grande question de comment mettre en place ce qu'on voudrait qu'il se passe. Parce que mettre en scène un non-consentement ne se fait pas n'importe comment. Idéalement parlant, il faudrait voir cela comme un mini-film avec un scénario où comment est-ce que le pouvoir va passer des mains de l'un à l'autre, qu'est-ce qu'il va se passer, comment ça va se passer, avec quelle insistance, quel niveau de, je vais pas dire brutalité parce que on ne peut plus parler de brutalité vu que l'acte est consentant, mais avec quelle intensité et qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la mésaventure. Ce sont autant de questions que les deux partenaires doivent avoir en réponse pour pouvoir réussir ce scénario. Alors, idéalement parlant, celui qui va jouer la victime, entre guillemets, doit être attirant. D'une certaine manière, ce fantasme du non-consentement repose sur une personne qui s'est mise en valeur, qui va exciter d'une manière non désirée son partenaire qui devient l'agresseur qui ne peut plus contrôler une pulsion qui a été décidée. Évidemment, celui qui va jouer le rôle de la victime doit à un moment ou à un autre jouer le faible, celui qui est dans l'incapacité de se soustraire au scénario qui a été planifié. Le sentiment d'impuissance définit le degré de libération qui est apporté par le scénario. En fait, au plus vous serez capable de passer de la personne forte qui dit non à la personne faible qui est contrainte de se laisser faire, au plus vous arriverez à prendre du plaisir à vous laisser faire parce que vous aurez pu vous dédouaner complètement de « mais j'ai rien pu faire ». Et donc, votre partenaire doit ressentir ce sentiment que vous perdez le contrôle et qu'il le prend. Et donc, votre partenaire doit avoir le droit d'être insistant, de se permettre des actes qui sont indécents, contre lesquels vous, entre guillemets, la victime, aurez à protester en vain.
évidemment, votre partenaire, agresseur entre guillemets, doit vous laisser une opportunité de vous débattre et de résister, en sachant qu'il aura forcément le dessus à un moment ou à un autre, parce que c'est la concrétisation du scénario. Mais si vous n'avez aucune opportunité de vous débattre en jouant le non-consentement, ben du coup le non-consentement n'a aucun lieu d'être, c'est juste une agression simulée, et ça c'est un autre genre de scénario. Ici le but du jeu est vraiment de pouvoir se dire mais j'ai essayé de me débattre et j'ai rien pu faire. Alors on peut ajouter aussi quelques entraves. L'idée de se retrouver menotté et abusé, attaché ou privé de la vue. Tout ça sont des variantes qui vont permettre de mettre en place le je me suis fait avoir entre guillemets et je me suis retrouvé la victime toujours entre guillemets. Et victime consentante, on s'entend. Alors, on peut aussi s'amuser. Est-ce que c'est une agression simulée qui arrive sur le fait? Voilà, hein, on va dire que madame était trop mignonne et que monsieur a craqué. Ou est-ce que vous auriez été kidnappé? Est-ce que vous êtes retenu contre votre gré? Est-ce que vous êtes captif de la situation? Ou est-ce que vous y êtes arrivé d'une manière volontaire et c'est arrivé comme ça? C'est encore une manière de jouer le non-consentement permet d'apporter des variantes. À cela, vous pouvez aussi ajouter que l'agresseur, entre guillemets, peut porter un masque ou une cagoule qui va dissimuler son identité. Ou que vous auriez les yeux bandés, par exemple. Évidemment, et je vais me répéter, mais c'est pas grave, il faut que vous en discutiez avec votre partenaire. Parce que si il ignore comment vous allez réagir, il ne saura pas comment y réagir. Alors je vous entends déjà me dire oui, mais si je lui dis comment ça va se passer, ce ne sera plus une surprise ou ce ne sera plus excitant. Qui a dit qu'il fallait absolument vivre le fantasme après en avoir parlé? Vous pouvez en parler aujourd'hui et le réaliser dans 6 mois, dans 1 an, ou quand la situation se présente. L'important, c'est que vous ayez agréé à la réalisation du fantasme. Définir le quand, c'est là que la surprise va arriver et que ça sera excitant. Vous savez que ça va arriver, vous ne savez juste pas quand et comment cela va se mettre en place. Vous êtes juste certain d'une chose, c'est que votre partenaire n'ira pas plus loin que les limites qui ont été placées. Alors, il est important de parler de vos envies et de votre scénario, puisque c'est votre scénario qui va définir vos limites et surtout vos attentes vis-à-vis de ce qui va se vivre. Et comme nous avons tous une approche totalement différente de ce qu'est un viol simulé, ce serait bien d'éviter de tomber dans le viol tout court. Et donc pour ça, il faut en parler d'une manière ou d'une autre. Alors, je vous invite à répondre à quelques questions qui sont une manière de préparer ce genre de fantasme. Et de nouveau, c'est des réponses que vous devez donner à votre partenaire qui va jouer le rôle d'agresseur et que l'agresseur, entre guillemets, doit proposer à la victime, entre guillemets, non pas pour les vivre tout de suite, mais pour préparer au mieux un passage à l'acte à un moment qui semblera opportun. Ainsi, est-ce que celui qui sera la victime va pouvoir se défendre ou est-ce que ce sera des ordres auxquels vous serez obligé d'obéir? Est-ce que vous allez être déguisé ou non? Est-ce que vous allez être en possession d'une faiblesse ou mis en position de faiblesse? Alors j'entends par là que on peut retrouver des scénarios du type chantage ou mis en position de faiblesse, c'est avec un faux couteau en plastique par exemple.
Est-ce que vous allez porter des vêtements qui vont pouvoir être déchirés ou est-ce qu'il va falloir y faire attention? Est-ce que vous souhaitez être attaché ou non? Avec quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il va se passer exactement dans le viol simulé? Est-ce que certains mots sont à proscrire? Est-ce que certaines manières de toucher ou de parler vont être proscrites? Celui qui va jouer la victime devrait décrire au mieux chacun des actes de l'agresseur, histoire de rester dans quelque chose qui va être agréé. Parce que on pourrait avoir des mots ou des manières de faire qui feraient remonter des mauvais souvenirs qui pourraient dater de l'enfance ou de l'adolescence, et ce serait relativement ennuyeux de passer de très agréable à très dérangeant juste parce que il y a eu un mot de trop. N'oubliez pas de prévoir des mots de sécurité. Personnellement, je vous engage à rester sur un code couleur. Vert, tout va bien. Orange, baisse d'un cran. Rouge, on arrête tout. Parce que les mots comme non, stop, pas ça n'ont aucune valeur dans ce genre de scénario. Après, si vous voulez rester dans un certain contrôle de ce qui va se passer, vous pouvez être précis et définir une date et une durée pour garder un sentiment de sécurité. Ou vous contenter d'agréer de ce qui va se passer et ne pas savoir quand et combien de temps ça va durer. Là, c'est à vous de voir. Évidemment, prévoyez les vêtements que vous allez utiliser, préparez la tenue de l'agresseur, ce qu'il va porter, s'il porte un masque ou non, préparez son attitude aussi, et préparez les accessoires dont vous allez avoir besoin. Parce que le jour où vous allez passer à l'acte et à la concrétisation de ce fantasme, ce serait un peu bête de passer 2 heures à chercher après le matos et de ne plus avoir envie de jouer après parce que ça a mis un temps fou à être préparé. Tandis qu'avoir tout à portée de la main, c'est marrant, on en revient à la notion de coffre à jouets pour adultes, permet de passer à l'acte tout de suite parce qu'on a décidé que le moment était bon. Alors, on va terminer ce gros podcast avec quelques idées de fantasmes qui peuvent se traduire par le non-consentement. Ainsi, on aura les fantasmes de toute puissance et d'obéissance. C'est quand l'un des deux a une autorité et que l'autre est contraint d'obéir. On pourra ainsi jouer au robot, par exemple. L'un des deux va agir comme s'il était programmé pour plaire à l'autre et répondre à toutes les demandes. Une variante est de jouer au fantôme. L'un des deux devient invisible aux yeux de l'autre et il agit comme bon lui semble. Il va déplacer les objets, ouvrir les portes, toucher l'autre. Évidemment, le fantôme, on ne peut pas lui parler et on ne peut pas le toucher, on ne peut pas lui dire d'arrêter ou quoi que ce soit. C'est un fantôme. On peut aussi jouer à l'hypnotisé, dont la volonté est totalement annihilée et la victime exécute tous les ordres et agit comme si elle ne pouvait plus se contrôler. On peut jouer à l'abus d'autorité. Ainsi, un parent d'élève et un professeur particulier, par exemple. L'un des deux serait le professeur particulier et menace de ne plus s'occuper de l'enfant fictif parce que c'est un cancre ou parce que il ne travaille pas ou quoi que ce soit. Et le parent se retrouverait dans la situation où il n'y a pas trop le choix, il faut absolument que le dit enfant continue à avoir un professeur particulier, et donc à quel point est-ce que vous souhaiteriez que le professeur continue à venir? Vous pouvez aussi jouer aux policiers et aux gendarmes, en sachant que le policier a tous les pouvoirs et que le suspect, on va dire le présumé coupable, a plutôt intérêt à se laisser faire. On peut aussi jouer à l'agent de sécurité. Prévoyez que votre domicile est les locaux d'une entreprise et que l'un des deux est le gardien et l'autre est en infraction. Présence non désirée, cambriolage, espionnage industriel. L'idéal étant que celui qui va jouer le gardien de sécurité puisse prendre l'autre sur le fait et en flagrant délit pour l'emmener dans une pièce de sécurité, entre guillemets, pour une fouille intégrale, vérifier l'identité, et puis voyons jusqu'où l'autre n'a pas envie que la police, entre guillemets, soit appelée.
Vous pouvez jouer au chantage aussi. Le chantage financier, le blackmail. L'idée étant que l'un des deux a une dette envers l'autre et que au bout d'un moment, elle est tellement importante qu'on ne peut pas s'en acquitter autrement que par le fait d'agréer à tout ce que l'autre va demander. Le blackmail, donc le chantage, c'est prétendre avoir des preuves de quelque chose et que l'autre se retrouve en situation de devoir tout accepter sous prétexte que ces preuves ne peuvent pas être divulguées. On peut également parler de la dépendance, de l'attirance et de l'aversion. On aura ainsi les jeux basés sur l'otage et le preneur d'otage, le prisonnier, le captif et son geôlier, le ravisseur et sa victime. Il y a aussi la sexualité sous la contrainte. Et là, on se retrouve avec un cambrioleur armé et la pauvre victime chez elle. On peut aussi jouer à l'échange de pouvoir, et là on commence à parler de jouer au soumis, jouer à l'esclave. Mais ça, on en parlera dans les prochains podcasts parce qu'on rentre de plein pied dans la relation BDSM et c'est justement les gros sujets que j'ai envie d'aborder avec vous à travers tous ces podcasts. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite bon jeu, bon plaisir et je vous dis à très bientôt pour la suite.